Juste en contrebas du célèbre temple Shaolin, niché dans une petite vallée boisée au pied du mont Song, se dresse un lieu étrange et silencieux, presque hors du temps. Voici la forêt de Stupa. À première vue, on dirait un petit village de pierre, un enchevêtrement de tours planté au milieu des arbres. Certaines sont hautes et élancées, d'autres plus trapues, ornées de sculptures, de symboles bouddhiques ou d'inscriptions effacées par le temps. En réalité, ces stupas sont des tombeaux, des monuments funéraires érigés en l'honneur des moines les plus éminents du temple Shaolin. Les plus anciens datent du 8e siècle, les plus récents sont du 20e. On vient ici pour méditer, se recueillir et parfois s'entraîner, car certains moines poursuivent leur discipline dans ces paysages chargés de spiritualité, même s'il est parfois difficile d'échapper aux haut-parleurs qui diffusent une musique inappropriée. Shaolin-si, littéralement le monastère de la petite forêt, a été fondé au 5e siècle. Ce monastère bouddhiste n'est pas qu'un simple lieu de prière. Il incarne un symbole vivant, à la croisée de la spiritualité et des arts martiaux. Car c'est ici, selon la tradition, qu'un moine indien, Bodhidharma, aurait introduit la méditation et une discipline physique qui, au fil des siècles, deviendrait l'art martial unique qu'est le kung-fu Shaolin. Mais au-delà des acrobaties spectaculaires et des démonstrations de force, Shaolin est avant tout un lieu de recueillement. À chaque cour intérieure, on entre dans un univers de silence, de statues millénaires et de chants bouddhiques portés par la brise du matin. Détruit, reconstruit, abandonné pur et découvert, Shaolin est aujourd'hui un lieu vivant et respecté, où la tradition continue de nourrir des générations d'élèves dans des écoles d'arts martiaux. Au cœur de la région de Shaolin, à quelques kilomètres du célèbre temple, se trouve un lieu d'une grande signification dans l'histoire du bouddhisme en Chine, le temple du Cheval Blanc. Fondé au 1er siècle, il est souvent considéré comme le premier temple bouddhiste du pays. La légende raconte que le bouddhisme, en provenance d'Inde, fut introduit en Chine par des missionnaires venus de l'Empire céleste. Pour marquer cette arrivée, l'empereur Ming, touché par le message, fit construire ce temple après avoir reçu un cheval blanc portant les écritures bouddhiques. À son apogée, le temple du cheval blanc devint un centre majeur d'études bouddhistes, attirant des moines et des érudits de tout l'Empire. De nos jours, il demeure un lieu de grande importance spirituelle, et bien que son architecture ait évolué au fil des siècles, son rôle en tant qu'épicentre de la diffusion du bouddhisme en Chine est resté inchangé. C'est ici, dans ce sanctuaire paisible, que les visiteurs viennent rechercher la sérénité, imprégnée d'une sagesse millénaire. Entre les pagodes et les couloirs ombragés, on ressent la continuité d'une foi vivante traversant les âges. Comme on va le voir dans cette courte séquence, les routes des campagnes chinoises sont souvent pleines de péripéties.
Il est 8 heures du matin et dans le parc Wangcheng de Luoyang, les habitants pratiquent leurs exercices physiques tels que le tai chi, le qigong, la danse en ligne et d'autres formes d'exercices en groupe. Luoyang, située dans la province du Henan, est l'une des plus anciennes villes impériales de Chine. Elle fut la capitale de plusieurs dynasties, dont les Zhou, les Han et les Tang. Centre historique et culturel majeur, elle est célèbre pour ses sites archéologiques, comme les grottes de Longmen. Situé au bord de la rivière Yi, ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable trésor d'art bouddhiste. Ainsi cette grotte, achevée en 521, qui se caractérise par un très grand lotus épanoui taillé dans le calcaire du plafond. Ici, sur des falaises calcaires, des milliers de statues et de reliefs ont été sculptés dans la roche pendant plus de 1500 ans. Les grottes de Longmen ont été creusées dès la fin de la dynastie des Wei du Nord, au 5e siècle, et ont continué d'être développées jusqu'à la fin de la dynastie des Tang. Le site a été grandement pillé et dépouillé de ses statues au début du XXe siècle. Nombre d'entre elles se retrouvent aujourd'hui dans les musées occidentaux. Un grand nombre de statues qui restaient en place ont été détruites ou mutilées pendant la Révolution culturelle. Les statues représentant le Bouddha sous différentes formes sont accompagnées de scènes de la vie des moines et de reliefs religieux détaillant des histoires du bouddhisme. It will give you luggage and fortune. It will give you lucky and fortune. Dans la grotte des 10 000 Bouddhas, les parois ont été tapissées d'innombrables représentations du Bouddha, adossées à la paroi ou à des stèles verticales qui rythment l'espace. Cet escalier mène à la grotte du sacrifice aux ancêtres,
la plus spectaculaire du site par la taille des statues qui y ont été sculptées. La statue géante de Vairocana, le Bouddha central, domine les lieux, une œuvre magistrale qui incarne l'idéal spirituel des anciens artisans. Le Bouddha Vairocana est entouré de ses disciples, les bodhisattvas, et de ses protecteurs, les rois célestes. Ce personnage incarne l'ignorance, piétinée par l'un des rois célestes. Les grottes de Longmen sont un témoin spectaculaire d'une époque où, en Chine, la foi et l'art coexistaient et se nourrissaient l'une de l'autre. Située au centre de la Chine, dans la province du Shaanxi, Xi'an est l'une des plus anciennes capitales du pays et un haut lieu de son histoire impériale. Elle fut le point de départ de la route de la soie et la capitale de plusieurs dynasties majeures. Construits sous la dynastie Ming, les remparts de Xi'an s'étendent sur près de 14 km encerclant la ville. Jadis fortification stratégique, ils ont protégé Xi'an pendant des siècles contre les invasions. Aujourd'hui, parfaitement conservés, ces remparts offrent une vue imprenable sur la Xi'an moderne, métropole de plus de 6 millions d'habitants. Le quartier musulman de Xi'an est un carrefour vibrant de culture où l'islam se mêle aux influences chinoises. Les rues, animées de boutiques, de marchés et de restaurants proposant des spécialités musulmanes, plongent les visiteurs dans une atmosphère unique, riche en saveurs et en senteurs. En Chine, garder des grillons en cage est une tradition millénaire. Considéré comme un porte-bonheur, il symbolise raffinement et culture. Dans l'atmosphère animée du quartier musulman, un lieu de calme et de recueillement se distingue. La grande mosquée de Xi'an est l'une des plus anciennes et des plus importantes de Chine. Construite au 7e siècle, sous la dynastie Tang, elle fusionne harmonieusement les styles architecturaux chinois et islamiques. Cette mosquée est un symbole de la diversité religieuse de Xi'an, qui abrite depuis des siècles une communauté importante, les Hui, groupe ethnique musulman chinois. Rénovée et agrandie à plusieurs reprises, la mosquée couvre environ 12 000 m² et comprend 4 cours intérieures et une dizaine de pavillons. De l'extérieur, avec ses bâtiments en bois et ses toits en tuiles, elle ressemble à un temple traditionnel chinois. Mais à l'intérieur, c'est un lieu de prière musulman, avec des éléments comme le mihrab et le minbar. Au sortir de la mosquée, nous poursuivons notre promenade dans le très animé quartier musulman de Xi'an. Le musée de l'histoire du Shaanxi, situé au cœur de Xi'an, retrace plus de 3000 ans de civilisation chinoise,
dans une région qui fut longtemps le centre du pouvoir impérial. Parmi les trésors du musée, on découvre des objets fascinants, les Minki. Ces figurines en terre cuite ou en céramique étaient placées dans les tombes pour accompagner les défunts dans l'au-delà. Dans la Chine ancienne, l'idée était simple, offrir aux morts, symboliquement, tout ce dont ils pourraient avoir besoin dans l'autre monde. Ces objets ne sont pas seulement artistiques, ils racontent aussi le mode de vie, les croyances et les hiérarchies sociales de leur époque. Ces sculptures sont caractéristiques de l'époque Tang, entre le 7e et le 10e siècle de notre ère. Cette période est souvent considérée comme l'âge d'or de la civilisation chinoise. On retrouve ici le personnage de l'ignorance, piétiné par un roi céleste. Ce riton, sculpté dans l'agate, était une corne à boire. La salle des Ming abrite 300 figurines en argile, exhumées en 1990 d'une sépulture princière découverte au sud de Xi'an. Chaque personnage de la garde d'honneur tenait en main un bâton de bois, disparu avec le temps. Le céladon est l'une des merveilles les plus fascinantes de l'art chinois. À son apogée sous les Song, cet émail devint l'incarnation de la sobriété et de l'élégance. Sous la dynastie Jin, cet objet était un oreiller de porcelaine. Ces sculptures remontent à la dynastie des Song, qui régna sur la Chine entre les Xe et XIIIe siècles. Elles représentent des arhats, le nom donné dans le bouddhisme à celui qui a atteint le dernier stade de la sagesse et de l'éveil. Les représentations du Bouddha peuvent varier considérablement selon les époques, comme en témoigne cette élégante statue réalisée sous les Song du Nord et cette autre réalisée sous la dynastie Ming. La petite pagode de l'Oie sauvage a été construite au 7e siècle sous la dynastie des Tang, afin d'abriter les précieux écrits bouddhistes rapportés par le moine Xianzong lors de son légendaire voyage en Inde. Haute de près de 43 mètres, elle a résisté au siècle, aux tremblements de terre et à l'érosion, préservant son rôle spirituel et culturel à travers le temps. Ces jardins sont un lieu de sérénité où les adeptes d'arts martiaux viennent perfectionner leurs pratiques. L'épée de Wudang est une recherche d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie, inspirée du taoïsme. C'est à la fois une arme de combat et un outil de méditation. Toujours des cheveux, des barres, etc. Ça, c'est une démonstration de la force à l'épée par un professionnel. Lui, il fait ça chaque jour ici. Il était professionnel. Il a reçu la médaille nationale. C'est M. Roux. Printemps 1974, dans un petit village près de Xi'an, des paysans creusent un puits lorsqu'ils heurtent un objet en terre cuite. Ce qu'ils viennent de découvrir va changer à jamais l'histoire de l'archéologie mondiale. Sous leurs pieds repose une armée entière, figée
depuis plus de 2000 ans, celle du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Cette armée, partie intégrante de son complexe funéraire, incarne l'ambition démesurée de l'empereur, unificateur de la Chine, et son désir de pouvoir éternel. Dans la fosse numéro 1, près de 6000 guerriers et chevaux, disposés en colonne, se dressent face à l'est. Des rangées d'arbalétriers et d'archers forment l'avant-garde. Les archéologues sont au travail dans la fosse numéro 2. Plus petite, mais plus complexe, elle dévoile une organisation stratégique. Des archers en position de tir, des cavaliers avec leurs chevaux, des chars de guerre. Cette fosse illustre l'art de la guerre et la tactique militaire de l'époque. Elle est aussi l'endroit où l'on trouve les statues les plus finement détaillées, certaines encore partiellement peintes, offrant un aperçu saisissant de l'armée impériale en pleine gloire. On voit ici la forme des corridors, dont les poutres brûlées se sont affaissées sur les statues. La fosse numéro 3, plus petite, représente l'état-major de l'armée, avec une soixantaine de statues, dont des chevaux, des officiers et un char cérémoniel. Plus de 700 000 ouvriers et artisans auraient travaillé sur le mausolée, dans le seul but de constituer pour l'empereur Qin Shi Huang une armée destinée à le protéger dans l'au-delà. Les statues témoignent d'un savoir-faire impressionnant. Le corps de chaque soldat était fabriqué à partir de moules standardisés en terre cuite, mais la tête, sculptée individuellement, offrait un visage unique à chaque guerrier. Les statues étaient peintes de couleurs vives, mais ces pigments se sont souvent effacés à l'air libre. On pense qu'il existe encore d'autres fosses à découvrir autour du tumulus de l'empereur, une colline artificielle recouverte d'arbres, au sommet de laquelle repose Qin Shi Huang. Le tombeau, vieux de plus de 2000 ans, n'a jamais été ouvert. Les archéologues hésitent à y pénétrer, par respect, mais aussi en raison des récits anciens, parlant d'un palais souterrain empli de pièges redoutables et de rivières de mercure. Des analyses récentes confirment la présence de mercure dans le sol, rendant toute exploration risquée. Aussi, le tumulus demeure intact, silencieux. Attendons son heure, figé dans l'ombre de l'histoire. Le musée de l'armée de terre cuite expose 2 modèles exceptionnels de chars et chevaux de bronze découverts en 1980. Ces chars, d'environ la moitié de la taille réelle, sont tirés chacun par 4 chevaux en bronze et sont remarquablement bien conservés, malgré leur enfouissement à près de 8 mètres de profondeur. Ils sont composés de plusieurs milliers de pièces minutieusement assemblées, avec des décorations en or et en argent pesant plusieurs kilos, ce qui en fait les plus grands et les plus anciens chars en bronze jamais retrouvés en Chine. Après avoir pris l'avion entre Xi'an et Chongqing, nous nous dirigeons vers la région de Datsu, célèbre pour ses grottes et sculptures rupestres. Nous sommes dans ce qu'on appelle la Chine du Leuce, du nom de cette terre jaune et sableuse, formée par les poussières des déserts voisins, notamment le désert de Gobi. Le sol est à la fois fertile et fragile, et les collines sont vulnérables à l'érosion. Au cœur de cette région, le buffle d'eau joue un rôle essentiel dans l'agriculture traditionnelle chinoise. Depuis des siècles, il est l'animal clé pour labourer les rizières. Sa force et sa capacité à évoluer dans les marais en font le partenaire parfait du paysan pour travailler ces terres particulières. Ah oui, parce qu'il ne touche pas, hein.
Les grottes de Dazhou sont renommées pour leurs sculptures bouddhistes datées du 5e au 8e siècle. Mais dans ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est interdit de photographier ou de filmer. J'ai capté ces quelques images à la dérobée, mais sans échapper à la vigilance cupide des gardiens qui m'ont soutiré à titre d'amende des dollars entrés directement dans leur poche. Les œuvres les plus remarquables sont cette majestueuse Guanyin, déesse de la miséricorde et de la compassion, et cette statue du Bouddha couché, qui symbolise son entrée dans le nirvana, marquant ainsi son passage vers le repos éternel. Dans cette région agricole, proche de Dazhou, les paysans cultivent principalement le riz. Un cochon bien vivant vient d'être débarqué d'un véhicule. On le prépare pour le transporter jusqu'à la ferme. Au bord du chemin, un petit oratoire est dédié aux ancêtres protecteurs de la ferme. Au nombre de compteurs électriques, on voit qu'une douzaine de familles vivent dans ce petit hameau. Cette petite fille est joliment habillée de couleurs vives et sa grand-mère porte un maillot de l'équipe de football de l'AC Milan. Sur le toit, ce sont des cacahuètes qui sèchent au soleil. C'est pas ça le petit. Si, il veut monter sur la moto. En attendant notre bus, les enfants s'amusent de se voir dans l'écran de mon caméscope. Oh, toi! Sur la route, nous doublons un bus dont le toit est occupé par quelques dizaines de canards, filant vers un destin probablement laqué. Une promenade en fin d'après-midi dans les rues de Dazhou nous permet de découvrir la vie quotidienne des habitants de ce quartier populaire. Comme partout en Chine, des cuisiniers des rues proposent à toute heure de quoi se restaurer. Ce vendeur ambulant à vélo propose de se ravitailler en piments et tubercules. Ces jeunes jouent aux cartes avec pour enjeu quelques yuan. À quelques pas, des femmes jouent au mahjong. Un court instant, notre passage a dissipé l'attention de ces écoliers en train d'étudier après l'école.
Avec ses 30 millions d'habitants, Chongqing est la plus peuplée des municipalités autonomes chinoises. Nous sommes le 17 septembre, à 105 jours de l'an 2000. Les imposants bâtiments municipaux de Chongqing ont été construits dans le style de l'époque Ming. Dans l'empire du communisme, les limousines de luxe restent un fort symbole de pouvoir. Du sommet du mont Pipa, la vue s'étend jusqu'au fleuve Yangtze, sur lequel nous allons naviguer pendant les 3 prochains jours, à bord du Zhongyi. Avec ses 6300 km de long, le Yangtze est le plus grand fleuve de Chine et le 3e plus long du monde. Prenant sa source dans les montagnes tibétaines, il serpente à travers une multitude de paysages, traversant des régions montagneuses, des plaines fertiles et des gorges impressionnantes, avant de se jeter dans la mer de Chine orientale à Shanghai. À bord du Zhongyi, nous ne sommes qu'une quarantaine de passagers. La visite de l'intérieur du navire est assez rapide, avec ici le bureau d'accueil pour orienter les passagers, le bar où l'on vient passer un peu de temps lorsqu'on descend du pont, la salle de restaurant, le bateau est doté d'une petite salle de gym, mais surtout ses cabines ouvrent une large vue sur le fleuve qui permet de contempler le paysage qui défile. Bien que le fleuve porte le nom de Yangtze, c'est-à-dire le fleuve bleu, ses eaux sont dans cette région plutôt jaunâtres en raison du limon dont elles sont chargées. 4 officiers sont aux commandes du navire. Le pont de Fuling, inauguré en 1997, est l'un des nombreux ouvrages construits en cette fin de siècle pour faciliter les échanges entre les 2 rives du Yangtze. Le Yangtze n'est pas seulement une grande voie d'eau, c'est un pilier central de la civilisation chinoise. Il nourrit les terres qu'il traverse depuis des millénaires. Il a toujours été une source vitale de subsistance, une route de transport essentielle et un lieu de développement pour l'agriculture. Située sur la rive gauche du Yangtze, la ville de Fengdu est un lieu étrange qui associe mythologie chinoise et mercantilisme sur le thème des esprits et des dieux. Un téléphérique nous emporte vers le sommet de la montagne Ming, où se trouvent les temples et sculptures dédiés à l'au-delà. Un parc d'attractions a été construit récemment sur le thème des esprits, apportant une touche commerciale qui contraste avec la dimension spirituelle historique du lieu. Dans quelques années, toute la ville basse de Fengdu sera noyée par l'élévation du fleuve suite à la construction du barrage des Trois Gorges. Une ville nouvelle est déjà en construction sur la rive opposée. Selon la légende,
À l'époque de la dynastie des Han, 2 fonctionnaires impériaux, Ying Shangsheng et Wang Fangping, lassés de la vie politique, se retirèrent sur la montagne Ming pour pratiquer le taoïsme. Grâce à leur ascèse, ils devinrent immortels. Il apparut que la combinaison de leurs noms, Yin et Wang, formait Yin Wang, ce qui signifie roi des enfers. Le site devint alors, dans l'imaginaire chinois, la porte de l'au-delà. C'est ainsi que Feng Du incarne la vision chinoise de l'au-delà, mêlant confucianisme, taoïsme et bouddhisme. Selon la tradition, les morts doivent passer des épreuves avant de pouvoir accéder à la vie suivante, parmi lesquelles le passage du pont de l'impuissance, que les bonnes âmes sont autorisées à passer, tandis que les mauvaises sont précipitées dans l'eau en dessous. La ville est toujours très visitée pour ses représentations de l'enfer, de scènes de torture, de juges infernaux et de démons, qui offrent une vision spectaculaire et supposée pédagogique de la justice posthume selon les croyances populaires. Située au sommet de la montagne Ming, la cité des fantômes sera préservée de la montée des eaux pour demeurer un haut lieu de pèlerinage et de tourisme. De retour sur le Yangtze, le fleuve apparaît comme une scène animée avec son lot incessant d'embarcations de toutes sortes. Le trafic est une véritable illustration de la vie fluviale chinoise, où des bateaux de toute taille circulent, transportant des marchandises, des passagers et des ressources à travers ce majestueux fleuve. Les panneaux indiquant les 175 mètres marquent le futur niveau des eaux qui sera atteint lorsque le barrage des Trois Gorges sera définitivement opérationnel en 2009. L'élévation du niveau d'eau engloutira des terres et des villages, transformant à jamais le paysage historique et culturel des rives du Yangtze. Nous longeons maintenant une petite ville perchée sur la rive gauche du fleuve. Baidisheng est la véritable porte d'entrée des Trois Gorges du Yangtze. C'est par la passe de Kuimen que nous pénétrons dans la gorge de Kutang, la plus courte, mais aussi la plus spectaculaire des 3 gorges du Yangtze. Longue de seulement 8 km, elle s'ouvre brusquement entre 2 falaises vertigineuses qui se dressent à près de 1200 mètres au-dessus du fleuve. Le passage est étroit et les eaux du Yangtze paraissent plus sombres et plus profondes. L'ancien chemin de halage, encore visible sur les rives, témoigne de l'histoire millénaire du fleuve, utilisé pour le transport avant l'ère des moteurs et des barges modernes. Dans ce décor grandiose, le fleuve semble concentrer toute sa force, coulant avec puissance entre les parois de pierre. Après 1 heure de navigation dans la gorge de Kutang, le panorama s'élargit à nouveau. Nous retrouvons les panneaux des 175 mètres qui marquent le passage d'une époque à l'autre. Avec l'achèvement du barrage des Trois Gorges, la modernisation de la Chine engloutira sous les eaux du Yangtze nombre de constructions et de sites historiques. Notre bateau se prépare à accoster à Wushan. Nichée au pied des montagnes, cette petite ville marque le point de départ d'une nouvelle aventure.
la découverte des 3 petites gorges sur la rivière Danning. Nous quittons ici le confort du grand navire pour embarquer sur des bateaux plus modestes, surnommés les feuilles de saule. Ils sont spécialement conçus pour remonter les eaux étroites et sinueuses de la Danning. Dès que l'on quitte le Yangtze, l'eau change de couleur, passant du marron au vert, révélant ainsi la pureté de l'environnement dans cette région. La première gorge que nous explorons est la gorge de Longmen, la porte du dragon. Ce nom évoque la grandeur mythique de cet endroit où l'on raconte qu'un dragon aurait franchi ses eaux. Des hommes ramassent le sable sur les rives qui sera utilisé pour les matériaux de construction locaux. Autrefois, la force du courant obligeait à haler les embarcations depuis la rive, en utilisant des cordes. De nos jours, la force des bateliers reste nécessaire pour aider les moteurs à franchir certains passages de la rivière. Les enfants saluent, tout en réclamant quelques yuan à ces touristes venus de pays lointains. Poursuivant notre remontée de la Danning, nous atteignons la gorge de Baou, longue d'une dizaine de kilomètres. La gorge de Baou est célèbre pour ses troupes de babouins qui vivent au pied des falaises. La souriante Jacqueline est notre guide sur la rivière Danning. Tout en haut des falaises, un chemin conduit à des cercueils suspendus. Cette pratique ancienne de communautés locales était destinée à protéger les défunts des animaux sauvages et à les rapprocher des divinités.
Plus en amont, le paysage s'élargit et l'on parvient à des zones d'agriculture et d'habitation. Un pont suspendu précède l'entrée dans les gorges de Dikwi. Avec ses 20 km, Dikwi est la plus longue des 3 petites gorges. Son nom signifie « goutte d'émeraude » en référence à la couleur verte intense de ses eaux et à la végétation luxuriante qui la borde. Après une pause, nous avons fait demi-tour pour redescendre la rivière. Une barre a été installée à l'avant du bateau pour aider à le diriger dans les zones de rapide. Ce bac permet aux habitants de traverser d'une rive à l'autre de la Danning. On voit ici comment l'utilisation de la barre avant permet de faciliter la manœuvre dans les zones de rapide. Cette excursion sur la rivière Danning restera comme l'un des temps forts du voyage. Un parfait mélange de beauté naturelle, d'histoire locale et de culture vivante. Du vert émeraude au marron boueux, la couleur de l'eau a changé. Nous sommes de retour sur le Yangtze. C'est en fin d'après-midi que nous débutons la traversée des gorges de Wu. Tout au long du parcours se dresse une douzaine de montagnes de karst, au nom aussi poétique qu'énigmatique. Le pic du dragon ascendant, le pic des immortels rassemblés, le pic du phénix volant, ou encore le pic où naissent les nuages. Puisque la navigation sur le fleuve est interdite la nuit, nous faisons une escale à Zigui, un ancien poste stratégique situé en amont de la 3e gorge. Il est 7 h du matin lorsque nous repartons, et la brume nous enveloppe alors que nous traversons les gorges de Xiling. Ici, le fleuve s'infiltre entre des montagnes tourmentées, dans la partie des 3 gorges considérée par les marins comme la plus dangereuse. C'est au-delà de la gorge de Xiling que l'on parvient au chantier du fameux barrage des 3 gorges, qui sera à son achèvement en 2009 le plus grand ouvrage hydroélectrique du monde. Haut de 180 mètres, long de plus de 2 km, il régulera les crues et produira de l'électricité pour des millions de foyers. Mais il aura aussi transformé à jamais le paysage, entraîné la destruction de sites et de monuments anciens et le déplacement de plus de 1 million d'habitants. Nous sommes parvenus dans la ville de Xingzhou, située dans la province du Hubei. Le musée d'histoire présente une large collection d'artefacts, dont le trésor le plus marquant est une momie, datée de 167 avant notre ère. Il s'agit du corps d'un noble de la dynastie Han. L'état de conservation est impressionnant, la peau apparaît souple, les cheveux sont intacts et même les organes internes sont préservés, ce qui témoigne du savoir-faire avancé des artisans Han en matière de préparation funéraire. Autour de cette momie, les archéologues ont découvert plus de 400 objets funéraires qui illustrent non seulement le statut élevé du défunt, mais aussi le raffinement des rites funéraires il y a plus de 2000 ans. Jingshu est une ville historique imprégnée de culture et de traditions anciennes. Un de ses atouts majeurs sont ses impressionnants remparts qui figurent parmi les mieux conservés de Chine.
Érigés au XIVe siècle, sous la dynastie Ming, ils s'étendent sur plus de 10 km et délimitent l'ancienne ville, témoignant de son importance stratégique à travers les âges. Le marché de Jingzhou est un lieu plein de surprises pour le voyageur occidental. On y trouve une grande variété d'animaux utilisés en cuisine ou bien dans la pharmacopée locale. Fuan, capitale de la province du Hubei, est depuis des siècles un important carrefour géographique, historique et économique. Son temple Gui'an, fondé en 1658 sous la dynastie Qing, n'est pas seulement un site historique. Il demeure un lieu de pèlerinage très fréquenté, car on vient ici de très loin pour prier afin d'obtenir prospérité et santé. Le grand hall de Bouddha abrite une statue majestueuse de Sakyamuni, flanquée de ses disciples. Si le temple de Gui'an est célèbre dans toute la Chine, il le doit à ce hall des 500 arhats. Ces statues, sculptées au début du XXe siècle, représentent les disciples de Bouddha. Elles captivent les visiteurs pour leurs expressions faciales, car chaque arhat semble posséder une personnalité distincte, ce qui rend cet ensemble de statues unique dans l'art bouddhiste chinois. De Fuan, nous allons prendre l'avion pour rejoindre la fascinante métropole de Shanghai.